Salam chers étudiants, aujourd'hui on va aborder le côté pratique du droit médical en traitant les aspects médico-légaux de l'exercice médical des professionnels de santé en Algérie. Bien sûr, ce qu'il faut savoir que vous, futurs praticiens, futurs médecins, Inch'Allah, vous êtes censés exercer des gestes d'ordre médical, à savoir à type de diagnostic ou thérapeutique. Mais également, vous êtes censés remplir d'autres tâches d'ordre administratif, telles que la rédaction de certificats médicaux, des rapports médicaux. Vous allez même prescrire des ordonnances pour vos malades, des cartons de contrôle et de suivi pour assurer leur suivi ultérieurement. Donc, tous ces gestes médicaux, vous êtes censé les exécuter avec prudence pour éviter d'engager votre responsabilité vis-à-vis votre malade et vis-à-vis votre administration ou bien vis-à-vis d'autres instances. Donc, dans ce premier volet, on va en quelque sorte je vais vous expliquer et aborder avec vous les différentes tâches que vous êtes censé accomplir et les situations qui risquent d'engager, on va voir par la suite ces situations qui risquent d'engager votre responsabilité et sur le plan pénal, civil, administratif et disciplinaire en traitant quelques cas cliniques pratiques. Donc, la pratique de la médecine comprend plusieurs aspects. Outre l'aspect diagnostique, curatif, préventif, existe l'aspect rédactionnel d'un bon nombre de documents médicaux, tels que les certificats médicaux, l'ordonnance et le dossier médical. Tout document médical a un sens. Il constitue la preuve objective et réelle de la réalisation d'un acte médical. Effectivement, quand vous allez réaliser un geste d'ordre chirurgical ou bien quand vous allez réaliser un examen complémentaire, vous êtes censé donner par la suite, vers la fin, un compte-rendu qui est c'est une obligation. Vous êtes censé répondre à votre malade par un résultat, ce compte rendu ou bien sur un rapport médical ou autre. La rédaction de ces documents est bien souvent considérée comme une paperasse à vite expédier. Effectivement, un médecin un médecin traitant ou bien un médecin urgentiste, souvent il n'a pas le temps de prendre son temps afin de rédiger. Il n'a pas le temps. Il est pris plutôt par l'urgence. Donc, il fait sa rédaction ou bien il mentionne, il risque de rédiger un certificat à la va-vite qui risque d'engager sa responsabilité par la suite s'il commet une faute quelconque. Cette attitude témoigne de la méconnaissance des conséquences administratives, sociales et judiciaires que peut avoir une mauvaise rédaction de l'un de ces documents. Bien sûr, s'il risque de se tromper par exemple sur la date de l'examen, le jour où il a reçu son malade, par exemple le jour de l'intervention, il risque de se tromper sur le nom, prénom de son malade. Là, ça va créer des conséquences vraiment énormes par la suite. L'existence de ces documents est légitimée par des textes de loi et des règlements, le code de la déontologie médicale algérienne et la loi sanitaire algérienne. Les circonstances de rédaction de documents médicaux. Dans quelle situation où le médecin ou bien le professionnel de santé est censé rédiger ce document médical? Premièrement, il y a le dossier médical. Qu'est-ce qui contient ce dossier médical? Le praticien ou bien le professionnel de santé sera amené lors des situations diverses à rédiger des documents médicaux dans le cadre de la prise en charge de son malade. Effectivement, si vous êtes censé traiter un malade, vous êtes dans l'obligation de rédiger un bon nombre de certificats de rapports médicaux qui lui concernent. Premièrement, lors de la consultation, dans le cadre de l'urgence ou dans le cadre d'un suivi médical à titre externe, des registres médicaux doivent être tenus comprenant l'identité du patient, la date des prestations et le diagnostic établi. Deuxièmement, la prise en charge à titre externe d'un malade peut nécessiter une ou plusieurs consultations. À ce titre, divers documents peuvent lui être remis, d'une part dans le cadre de recherches diagnostiques, des demandes de radiographie, d'exploration fonctionnelle, d'analyses diverses et d'autre part les ordonnances comprenant les prescriptions du médecin traitant. Le malade peut demander à son médecin divers certificats médicaux. C'est son droit, selon les situations, afin d'obtenir un droit quelconque. C'est l'article 57 du Code algérien de déontologie médicale.
Donc la rédaction de ces documents, c'est stipulé dans le Code de déontologie médicale, c'est un droit du malade. L'article 56 du Code algérien de déontologie médicale, toute prescription, certificat attestation ou documentation établie par un médecin, un chirurgien dentiste, doit être rédigé lisiblement et permettre l'identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste. Donc on doit tout mentionner sur ce certificat médical, à savoir le jour de l'examen, les données concernant ce malade, nom, prénom, âge, etc. On va voir par la suite des exemples types des différents certificats médicaux. Et bien sûr, à la fin, le médecin va expliquer les différentes... c'est en fonction du rapport rédigé. Il va décrire les lésions, il va décrire la procédure thérapeutique faite pour ce malade, et il finalise son dossier médical par la signature, et par mentionner la date, la signature, et il doit mettre également son cachet avec sa qualité, soit il exerce en qualité de médecin généraliste ou spécialiste, etc. Deuxièmement, au milieu hospitalier. Au cours de l'hospitalisation, la prise en charge médicale du malade se traduit par une série d'actes à visée diagnostique et thérapeutique. Les divers documents établis à ce titre se traduisent par des schémas thérapeutiques, c'est les fiches cliniques. Pour ceux qui ont déjà fait des stages dans le cadre de leur externat ou bien dans le cadre de leur internat, et ils ont remarqué que auprès de chaque malade, surtout dans les services de réanimation ou de chirurgie, il y a une fiche clinique dans laquelle le médecin mentionne les différentes cures, les différents médicaments à prendre, et leur posologie, afin de permettre une passation de consignes. Et lorsque l'infirmier fait sa tournée, donc il peut s'appliquer aux directives du médecin sans avoir des difficultés. Le dossier médical du malade comportera également la fiche d'identification du malade, le document médical indiquant les motifs de l'hospitalisation, les conclusions de l'examen clinique initial ou des examens cliniques successifs pratiqués pour tout médecin affecté au chevet du patient, les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires anatomopathologiques, la fiche de consultation pré-anesthésique avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, ainsi que la feuille de surveillance anesthésique, les comptes rendus opératoires et les prescriptions thérapeutiques. Le compte rendu d'hospitalisation avec notamment le diagnostic de sortie, les prescriptions établies à la sortie du patient. La sortie du malade se fait sur proposition du médecin par un bulletin de sortie ne comportant aucun diagnostic ni mention d'ordre médical. Le médecin traitant doit informer après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Bien sûr, à la fin, pour un malade qui est hospitalisé dans un service, à la fin de son hospitalisation, le médecin doit informer le malade sur la procédure thérapeutique. Si ce médecin prescrit des médicaments pour ce malade, il doit lui expliquer la prise et la posologie qu'il doit respecter. Et également, il lui délivre un rapport médical et un carton de suivi pour assurer sa prise en charge ultérieurement. Dans des cas particuliers de refus de volontaire de soins, l'hospitalisé doit signer un document stipulant son refus d'acceptation, voire même sa sortie contre avis médical, selon l'article 344 de la nouvelle loi sanitaire algérienne 2018 et l'article 49 du Code algérien de déontologie médicale. Maintenant, il y a certains malades qui sont rebelles. S'ils refusent qu'il reste hospitalisé, ou ils refusent toute thérapeutique, là, s'il s'agit d'un malade qui est majeur et qui peut exprimer sa volonté, là, il vous signe une décharge comme quoi il refuse toute hospitalisation ou prise en charge. Maintenant, s'il s'agit d'un mineur, s'il s'agit d'une personne qui est privée de discernement ou bien qui ne peut pas exprimer sa volonté, là, il faut agir dans le cadre d'urgence. Pour les mineurs et les incapables majeurs qui sont sous la responsabilité d'un tuteur, là, il faut se fier, il faut se baser sur la volonté du tuteur légal. Lui seul, il est responsable. De ce fait, le professionnel de santé est dans l'obligation d'informer son patient sur les différents actes médicaux afin d'obtenir son consentement. Bien sûr, il faut expliquer quand même au malade pour qu'il soit coopérant avec vous les différentes démarches thérapeutiques ou diagnostiques, surtout quand il s'agit d'un moyen, comme vous allez procéder à un moyen invasif qui risque de le nuire ou bien de lui causer une douleur.
Là, il faut lui expliquer l'utilité de ce geste médical et son intérêt afin d'obtenir son consentement. Je reviens sur cette question de consentement. Pour les mineurs et les sujets, les incapables plutôt majeurs, il faut obtenir le consentement de tuteur légal. Le tuteur légal pour les mineurs et les incapables majeurs, selon l'article 23 et 343 de la nouvelle loi sanitaire algérienne 2018 et les articles 43, 44 et 52 du code de déontologie algérien, de déontologie médicale algérienne. Les dossiers médicaux sont conservés aux archives hospitalières et ne pouvant être consultés qu'avec autorisation du chef de service. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers. C'est l'article 39 du Code algérien de déontologie médicale. Mais on a vu le dossier médical, qu'est-ce qu'il doit contenir lors de la consultation et lors de l'hospitalisation. Donc, tout praticien médical, quand il finalise son examen clinique et sa thérapeutique, il est censé rédiger certains certificats médicaux, des rapports médicaux, un carton de suivi, une ordonnance pour assurer la continuité des soins. Et tous ces documents-là représentent un droit du malade. Pour l'ordonnance médicale également a pour finalité la prescription de médicaments nécessaires aux patients qui seront ensuite délivrés par la pharmacie d'officine. Bien sûr, un pharmacien, souvent, il ne délivre pas les médicaments sans ordonnance, surtout pour les médicaments qui présentent une grande toxicité pour le malade, bien pour les psychotropes. Plusieurs principes régissent la rédaction de l'ordonnance. Il y a les articles 174, 175, 176, 179 et 180 de la nouvelle loi sanitaire algérienne de 2018. Le praticien est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime appropriées en la circonstance. Cette liberté est tempérée par deux impératifs. Le principe du moindre coût, l'absence de risque injustifié sur la santé du malade du fait de la prescription. C'est l'article 11 du Code de déontologie médicale algérienne. Bien sûr, selon vos connaissances et selon les données actuelles de la science, tout médecin peut prescrire, il est libre dans ses prescriptions, mais à condition que ces prescriptions ne risquent pas de nuire au malade en premier lieu, et bien sûr que ce traitement prescrit doit être efficace pour l'état de santé de ce malade. Le praticien ne doit pas formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités. C'est l'article 16 du Code algérien de déontologie médicale. Le praticien doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. C'est l'article 47 du Code de déontologie médicale algérienne. C'est-à-dire quand vous allez prescrire ce médicament, vous êtes censé être explicite. Vous êtes dans l'obligation d'expliquer à la famille le mode le type de traitement, sa forme, la posologie, combien de fois, et c'est-à-dire il faut lui expliquer comment il doit prendre ce médicament, par voie orale, par voie parentérale ou autre, pour assurer que donc il faut s'assurer qu'il suit très très bien vos instructions en l'informant convenablement. Ainsi, toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit être rédigée après examen du malade et doit comporter. Donc, dans l'ordonnance, il faut mentionner le nom, l'adresse professionnelle et la qualité du médecin prescripteur, la date de sa rédaction et la signature du médecin prescripteur. Deuxièmement, il faut également mentionner le nom, le prénom, l'âge du malade et le poids ainsi que la taille s'il s'agit d'un enfant. La dénomination et la mention de la forme galénique du médicament qui est très importante. Est-ce qu'il s'agit d'une gélule, injection, comprimé ou goutte? La posologie et la durée du traitement doivent être indiquées clairement sur l'ordonnance. Si la durée de traitement est supérieure à 1 mois, le médecin traitant doit mentionner le nombre de renouvellements nécessaires. Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin doit être rédigé lisiblement et permettre l'identification du signataire et comporte la date et la signature du médecin. C'est l'article 56 du Code algérien de déontologie médicale. La prescription des médicaments s'accompagne aussi de toutes les explications orales nécessaires au malade. Il faut bien lui expliquer comment il doit prendre ces médicaments. Pour les prescriptions non médicamenteuses destinées au laboratoire de biologie médicale, aux auxiliaires médicaux, le médecin utilisera des feuilles distinctes. Pour les soins infirmiers, la nature de l'acte doit être expliquée ainsi que sa durée. La prescription des substances vénéneuses, telles que les stupéfiants, les psychotropes et les substances inscrites sur la liste 1 et la liste 2 des substances, préparations et produits présentant
des risques pour la santé répond à une législation spécifique. C'est l'article 244 et 245 de la nouvelle loi sanitaire algérienne qui le précise. Les médicaments qui contiennent des substances vénéneuses sont délivrés par les pharmacies sur prescription médicale et sont classés en 3 tableaux. Il y a le tableau A qui représente les produits toxiques, sont ceux qui présentent une forte toxicité à une faible dose, tels que l'arsenic, le mercure et la nicotine. Le tableau B, c'est les produits stupéfiants comprenant ceux dont l'usage peut engendrer une accoutumance pouvant conduire à une dépendance physique ou psychique et donc à une intoxication. Là, je suis en train de faire un petit rappel sur le cours des certificats médicaux. Et le tableau C, produits dangereux, comprenant des substances relativement toxiques dont la manipulation peut être dangereuse et dont l'emploi sans surveillance médicale pourrait devenir néfaste. On a vu les différentes tâches d'ordre administratif qu'un médecin devra accomplir. Maintenant, on passe aux règles particulières à l'exercice des professionnels de santé selon la nouvelle loi sanitaire algérienne du 2 juillet 2018. Les conditions de l'exercice légal des professionnels de santé. Maintenant, on a vu précédemment, dans le cours de l'exercice légal, les différentes conditions qu'une personne doit remplir afin qu'elle soit autorisée à exercer en qualité de médecin ou bien en qualité de professionnel de santé. Également, le respect du secret médical, qui représente l'un des principes primordiaux dans l'exercice de la profession médicale. Sa violation risque d'engager la responsabilité du médecin, bien du professionnel de santé. La déclaration des maladies à déclaration obligatoire, selon les articles 38 et 39 de la nouvelle loi sanitaire algérienne. La déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que les violences à l'égard des personnes vulnérables, elle est obligatoire. Les personnes vulnérables sont enfants, femmes, sujets âgés et les incapables majeurs. La réquisition également, selon l'article 178 de la nouvelle loi sanitaire, selon l'article 178 de la nouvelle loi sanitaire, les professionnels de santé sont tenus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Maintenant, tout médecin n'a pas le droit de refuser à une réquisition. Mais il y a des situations où la loi l'autorise à refuser ou bien à déférer à ne pas plutôt répondre à une réquisition. Par exemple, lorsque la mission demandée dans cette réquisition elle dépasse ses compétences. Là, il peut refuser. Deuxièmement, lorsqu'il se trouve que la personne pour laquelle on le sollicite à examiner, elle est sa patiente ou bien son malade. Là, il peut refuser. Et troisièmement, lorsque ce médecin lui-même présente une inaptitude physique ou bien morale. Là, il peut également refuser, il est dans le cadre légal, il peut refuser de répondre à cette réquisition. Maintenant, les dispositions pénales. Les dispositions pénales, elles existent toujours dans la nouvelle loi sanitaire. En cas d'exercice illégal de professionnel de santé, c'est-à-dire si cette personne qui se considère comme un professionnel de santé, elle ne remplisse pas les conditions d'exercice illégal, elle risque des sanctions d'ordre surtout pénal. Deuxièmement, parmi les situations qui peuvent engager la responsabilité médicale du professionnel de santé, la rédaction de faux certificats. Selon l'article 57 du Code de déontologie médicale algérienne, sans céder à aucune demande abusive de ces malades, le médecin et le chirurgien dentiste doit s'efforcer de leur faciliter l'obtention d'avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdits. Maintenant, pour favoriser quelqu'un, par exemple, déclarer une personne qu'elle est handicap ou infirme alors qu'elle est en bonne santé. Là, ou bien falsification, ou modifier la date la date d'un accident de travail, ou bien pour aider cette personne quand vous voulez rédiger un certificat d'arrêt de travail, un certificat médical d'arrêt de travail, là pour favoriser cette personne ou là pour justifier son absence, vous êtes pour favoriser plutôt vos connaissances, vous risquez de modifier par exemple la date des faits. Là, vous êtes dans le faux. Il s'agit d'une fraude. Vous êtes en train de falsifier un document médical.
et vous risquez des sanctions bien sûr. L'article 58 du Code de déontologie médicale algérienne stipule la délivrance d'un rapport d'endossieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. La peine, elle est prévue dans l'article 226 du Code pénal algérien qui stipule que tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ou d'un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Le coupable peut en outre être frappé de l'interdiction de l'un ou de plusieurs droits mentionnés à l'article 14 pendant 1 an. Au moins et 5 ans au plus. L'article 228 du Code pénal algérien également qui prévoit la peine en cas de falsification d'un certificat médical est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 600 à 6 000 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. Quiconque établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériels inexacts, falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère, fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Donc, toute modification d'un document médical, d'un certificat médical, d'une ordonnance pour favoriser une personne, là, vous risquez d'engager votre responsabilité. Ce geste-là est considéré comme si vous avez rédigé un faux certificat médical et c'est une faute, erreur grave, donc c'est une faute grave qui risque d'engager votre responsabilité. Troisièmement, la violation également du secret médical. En cas de violation du secret médical, sont en dehors des situations où la loi vous autorise. Vous risquez des sanctions, bien sûr. Les dispositions pénales sont prévues dans l'article 417 de la nouvelle loi sanitaire algérienne. L'inobservation de l'obligation du secret médical et professionnel expose son auteur aux sanctions prévues aux dispositions de l'article 301 du Code pénal algérien. Le refus de déférer à une réquisition, c'est-à-dire le refus de répondre à une réquisition, également expose son auteur, expose le professionnel de santé à des sanctions pénales, bien sûr, en dehors des situations que j'ai déjà abordées, où il est excusé en quelque sorte et il pourrait ne pas répondre à cette réquisition, tel que le refus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique établi est notifié dans les formes réglementaires en vigueur et puni conformément aux dispositions de l'article 187 bis du Code pénal algérien. Le refus de déférer à une réquisition ne constitue pas un délit si le praticien le justifie par un motif légitime. Voilà, s'il est justifié, il ne risque pas des sanctions. S'il n'est pas justifié, il risque des sanctions. Maintenant, on va aborder, je vais faire défiler les différentes formes de certificat médical que vous êtes censé connaître à rédiger lors de votre exercice. Par exemple, le certificat médical descriptif. Donc, quand vous allez recevoir un malade lors d'une consultation simple ou dans un cadre spécialisé, si vous constatez des lésions, si vous constatez une pathologie quelconque, il faut la décrire. Donc à la fin de votre examen clinique, à la fin de à la fin, vous êtes censé rédiger un certificat médical qui va être remis par la suite en main propre au malade. Donc dans ce modèle, vous allez mentionner l'intitulé qui est le certificat médical descriptif. La date, vous pouvez commencer par la date ou bien comme vous pouvez la laisser vers la fin. Vous mentionnez, je souligne docteur, votre identité et votre qualité. Vous exercez en quelle qualité? Médecin spécialiste, médecin résident, résident dans telle ou telle spécialité et médecin généraliste. L'interne ou l'externe ou autre, toute personne qui ne remplisse pas les conditions d'exercice légal qui sont prévues par la loi, elle n'a pas le droit de rédiger ce type de documents médicaux et de le signer. Certifié, voilà, vous continuez par mentionner certifié avoir examiné, et donc là, vous êtes censé mentionner l'identité, l'âge, plutôt le nom, prénom du malade, son âge, en date due, il faut mentionner la date d'examen qui déclare avoir été victime. Si le malade, c'est en fonction du motif de consultation. S'il est victime d'agression, de coups et blessures volontaires, il faut le mentionner. Selon ses déclarations, s'il est victime de coups et blessures involontaires en cas d'accident de la voie publique, accident de la circulation, etc., il faut le mentionner. S'il s'agit d'une consultation normale, donc vous n'êtes pas censé mentionner le motif.
et déclare au terme de l'examen médical les constatations suivantes. Donc là, vous êtes censé rapporter toutes les constatations, toutes les lésions que vous avez constatées sur ce malade, en précisant leur nature, est-ce qu'il s'agit d'une équimose, des contusions, de plaies, de fractures, de brûlures ou autres lésions, leur siège et euh, nature. Est-ce que c'est des lésions récentes? Est-ce que c'est des lésions en voie de consolidation ou bien en voie de cicatrisation? Ou bien est-ce qu'il s'agit de cicatrices, c'est-à-dire de lésions anciennes? Maintenant, une exception faite selon la loi sanitaire également, la fixation de cette ITT et l'appréciation du préjudice, elle relève euh, du domaine médico-légal. C'est au médecin légiste de fixer par la suite cette ITT, cette incapacité totale de travail, ou bien et l'appréciation l'appréciation de l'évolution, c'est-à-dire l'appréciation du préjudice dans le cadre d'une expertise médico-légale. Et vous finalisez la rédaction de votre certificat en mentionnant la date, le lieu, c'est-à-dire CH Oran ou autre, la date et votre signature et votre cachet, donc, qui portera également votre nom, prénom et votre qualité. Deuxièmement, le certificat médical de constatation établi par le médecin légiste. Donc, en plus, le médecin légiste il fait la même chose. Il décrit les lésions, il doit mentionner l'identité du malade, la date des faits, les déclarations de la victime, mais il va en plus fixer une ITT, c'est ce qu'on appelle l'incapacité totale de travail, et prévoir une IPP dans le cadre d'une expertise, ultérieurement dans le cadre d'une expertise médico-légale. Pour le certificat fait sous réquisition pour victimes d'agression sexuelle ou de violence physique, parce que certaines régions, ils font la consultation médico-judiciaire sous réquisition, comme ici à Oran, on le fait sous réquisition émanant d'une autorité judiciaire, que ce soit de la police ou bien de la gendarmerie. Donc, lorsqu'on reçoit la victime, on va l'examiner, on fait un examen clinique normal, et par la suite, à la fin de notre examen, on est censé fixer cette ITT. Ça, dans la consultation initiale, lors de la consultation médico-judiciaire initiale. Je soutiens, donc, et vous allez rédiger votre... donc, pour les victimes d'agression sexuelle, là, l'examen, il est d'une autre manière. On prend en charge la victime en menant un interrogatoire avec elle, en essayant de gagner sa confiance, de la mettre à l'aise, parce que là, il s'agit d'un cadre un peu délicat. Souvent, on a affaire à des mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles et par la suite, on prévoit la prise en charge psychologique de ces victimes. Donc, à la fin de notre examen, pour les mineurs, même si elles sont consentantes, généralement on examine la partie génitale pour les victimes de sexe féminin et la région anale. Pour les victimes de sexe masculin, on examine souvent la marge anale et l'ensemble de la surface corporelle à la recherche de traces de violence associées à cette agression sexuelle. Pour le modèle de rédaction, toujours on mentionne notre rapport ou bien notre rapport médical par je souligne, ou bien notre certificat médical par je souligne docteur, en mentionnant toujours notre identité et notre qualité et notre lieu d'exercice, agissant selon une réquisition. Donc on doit mentionner c'est quel type de réquisition émanant de quelle autorité, en mentionnant son numéro, la date et la mission stipulée dans cette réquisition. Certifié avoir accompli la mission objet de la présente réquisition, on date due au service et le secteur sanitaire et déclare si après les résultats, là, si on constate des lésions sur lors de l'examen, si on constate des lésions de violence sur l'ensemble de la surface corporelle, pour les fillettes ou bien les victimes de sexe masculin, de sexe féminin, si on constate des déchirures anciennes et même des effractions de la marge anale, récentes également et anciennes, on les mentionne. Et par la suite, on mentionne le lieu de l'examen, la date de l'examen qui est chose très importante, et également le cachet et la signature de l'examen. En cas de réquisition, lorsqu'on est réquisitionné par une autorité judiciaire, le certificat médical n'est pas remis à la personne concernée. Non, on le remet aux autorités requérantes. Par contre, quand il s'agit d'un examen médical normal, souvent le certificat, quand il s'agit de la concernée, c'est une personne majeure. On remet le certificat médical ou bien le dossier médical à cette personne en main propre. Si cette personne
est une personne mineure ou incapable majeure. On remet le certificat médical ou bien le dossier médical au tuteur légal. Un autre modèle de certificat médical, c'est la lettre d'orientation. Souvent, quand vous allez collaborer entre confrères ou consoeurs, donc vous êtes obligé d'envoyer votre malade pour un avis ou autre avec une lettre d'orientation dans laquelle vous allez mentionner toutes les constatations que vous avez déduites et également rajouter une mention sur vos attentes en envoyant votre malade vers ce confrère. Voilà. Chers confrères, par exemple, vous allez mentionner votre intitulé cher confrère, quand vous adressez à la patiente ou bien le patient XY, l'âge, aux antécédents médicaux 2, ou bien chirurgicaux, admis à notre service pour. Voilà, il faut mentionner le motif d'hospitalisation et même vous pouvez rajouter la date d'hospitalisation. Je vous prie, je vous le confie pour la réalisation ou pour la prise en charge de telle ou telle pathologie et vous terminez votre lettre d'orientation par la mention confraternellement votre nom et prénom. Et toujours, la mention de lieu, la date, le cachet et la signature du médecin, elle est obligatoire sur un document, un certificat médical. Un autre exemple d'un certificat médical, le certificat d'arrêt de travail. Pour un médecin qui rédige un certificat d'arrêt de travail, il peut le rédiger après, bien sûr, à la fin de son examen clinique. Il mentionne toujours, je souligne docteur, sa qualité, certificat va examiner toujours la date, plutôt le nom et prénom de l'intéressé, son âge et la date de l'examen et déclare son état de santé nécessite un arrêt de travail. Là, vous êtes censé préserver le secret médical parce que c'est un certificat qui va être adressé à l'employeur. Là, on n'est pas obligé de dévoiler les faits ou bien la maladie du patient. Là, on est censé préserver le secret médical. Ce certificat, et vous terminez votre certificat par la mention de ce certificat remis en main propre à l'intéressé pour servir et valoir ce code de droit. Toujours. Pour le certificat médical d'aptitude sportive, il y a certains malades qui se présentent, certaines personnes qui se présentent lors d'une consultation normale, qui souffrent de rien, mais ils veulent accomplir d'autres activités sportives. Là, à la fin, si vous déduisez à la fin de votre examen que cette personne elle est apte à pratiquer telle ou telle activité physique, donc vous êtes censé rédiger ce certificat pour lui servir et faire valoir ce que de droit. Je souligne docteur, toujours, certificat va examiner cette personne en mentionnant son âge et la date de l'examen et déclare au terme de l'examen clinique que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la pratique d'une activité physique. Ce certificat remet en main propre à l'intéressé et à sa demande pour servir et faire valoir ce que de droit. Toujours terminer votre certificat médical par mentionner le lieu, la date et la signature et le cachet du médecin. Pour le certificat médical et une aptitude sportive, c'est l'inverse. Si cette personne qui veut exercer ou bien accomplir une activité sportive, mais elle n'est pas apte, elle présente une certaine pathologie cardiaque ou autre, là vous êtes censé rédiger un certificat médical d'inaptitude sportive. Les autres types de certificats médicaux à rédiger, il y a le certificat de décès, le rapport médical, il y a les certificats d'aptitude de mariage, parce que pour les certificats d'aptitude de mariage, il y a certains mineurs qui veulent se marier, leurs parents veulent leur marier, mais elles n'ont pas l'âge, elles sont encore mineures. Là, ils demandent souvent l'avis du médecin traitant ou souvent du médecin légiste afin de l'examiner et de voir si elle présente les caractères sexuels primaires et secondaires qui lui permettent ainsi l'aptitude physique et psychique qui lui permettra de se marier. Certificat d'estimation d'âge et de sexe, certains enfants souffrent, ils ne sont pas déclarés à temps et pour les déclarer auprès de l'état civil, on nous demande souvent de faire cette estimation d'âge, des certificats de virginité, le certificat prénuptial, certificat de grossesse ou de non-grossesse, surtout pour les personnes qui veulent se divorcer, certificat de contagion ou de non-contagion, pour parfois pour les défunts, pour qu'ils soient inhumés ou. Ils nous demandent souvent ce type de certificat de contagion
pour les défunts autopsiés et qui seront transportés vers un autre pays. Par exemple, les étrangers qui sont autopsiés en Algérie et qui seront par la suite rapatriés dans leur pays. Maintenant, s'ils présentent un risque de contagiosité, ils seront inhumés dans le territoire algérien. S'ils ne représentent pas ce risque de contagiosité, donc ils seront rapatriés à leur pays. Là, je voulais juste vous montrer quelques photos sur les lésions euh, sur les lésions induites à des victimes, soit de coups et blessures volontaires ou bien des victimes de coups et blessures involontaires. Là, il s'agit d'une lésion par arme blanche. Il s'agit d'une plaie linéaire en forme de L, suturée point par point. Son siège est la partie normalement antérieure de l'avant-bras. C'est l'avant-bras droit. Nous, en tant que médecin légiste, ce qui est très important pour nous, c'est de déterminer le type, de décrire la lésion avec exactitude. En le décrivant, on peut déduire, ça nous permettra de déduire l'arme vulnérante utilisée lors de l'agression. Ainsi, le siège, ça, c'est un siège, c'est la face antérieure de l'avant-bras. Sûrement, cette victime, elle s'est défendue en se défendant, donc elle a pris le coup sur elle, sur la partie antérieure de l'avant-bras. Tout ça, ça nous permettra par la suite de répondre à certaines questions posées par les autorités judiciaires ou bien même par les procureurs ou bien les magistrats lors de l'enquête judiciaire. Là, c'est des lésions, on voit des lésions superficielles récentes qui sont parallèles et croisées entre elles. Ça, c'est des lésions, et bien sûr, la partie qui est touchée, c'est une partie accessible du corps. Ça, c'est typique d'une automutilation. Là, c'est des lésions, on voit qu'il y a une partie le cinquième doigt qui est amputé, les autres qui sont sectionnés, à savoir le troisième, quatrième rayon. Ça, c'est également, c'est des lésions de défense. Et c'est des lésions causées par une arme blanche parce qu'il s'agit des lésions, on voit qu'il s'agit des plaies à bord net et même il y a des sutures par point. Et la section totale du cinquième rayon au niveau de la deuxième phalange témoigne qu'il s'agit que l'arme utilisée est une arme tranchante et en quelque sorte contondante. Parce que pour causer ce type de lésion, vraiment, c'est le cas du sabre ou bien d'une épée. Là, on voit qu'il s'agit d'une lésion linéaire, de ces gens au niveau de la face antérieure du cou, tentative d'égorgement. L'arme souvent utilisée dans ce cas, c'est une arme blanche. Là, on voit un placard échymotique chez une femme. Souvent, il s'agit de femmes victimes de violences conjugales. Et vous remarquez que la coloration elle est un peu jaunâtre, donc c'est des ecchymoses en voie de résorption. Ça nous orientera, ça nous donne une idée sur la date de leur production, qui remonte à peu près à 7-8 jours. Donc en fonction de la particularité des ecchymoses, comme vous l'avez déjà vu dans le cours des blessures, en médecine légale, ça nous donne une idée sur la corrélation, sur la date de leur reproduction et leur siège également sur la partie atteinte du corps. Parfois, leur forme elle nous donne également une idée sur l'objet utilisé par l'agresseur, etc. Là, on voit également une ecchymose linéaire au niveau de la face antérieure de la nuque, plutôt au niveau de la face postérieure du cou, c'est-à-dire au niveau de la nuque. Donc là, on voit que l'agresseur a utilisé un lien il a tenté d'étrangler la victime. Là, c'est une tentative de strangulation. Là, lors de l'autopsie, on voit une plaie linéaire, à bord net et régulier, suturée, mais en ouvrant le cuir chevelu, on a vu l'impact d'une entaille osseuse au niveau de la partie parieto-temporale droite. Là, ça témoigne que l'objet utilisé, c'est un objet tranchant et contondant. C'est-à-dire c'est un objet qui est tranchant et qui est lourd. En même temps, le coup, il était violent et profond. On voit qu'il a causé même des lésions en profondeur. Il a sectionné la calotte et au niveau de la partie
parieto temporal, et en même temps il a touché l'hémisphère droit. Là, là également on voit le déroulement de l'examen gynéco-anal chez une victime chez une personne de sexe féminin. Quand on est censé examiner une personne victime d'agression sexuelle, on demande à la victime de faire une position, la position gynécologique, et on essaye de tirer un peu sur les deux grandes lèvres afin de mieux visualiser la partie interne, voire la lumière éminale et la partie interne de la victime. On n'a pas le droit d'utiliser des moyens invasifs tels que le spéculum ou autre, surtout chez une personne qui n'est pas mariée, c'est qui est encore célibataire. On n'a pas le droit d'utiliser des moyens invasifs. On essaie d'examiner de l'extérieur. Si on a des doutes sur un état de grossesse évolutive ou autre, on demande un avis spécialisé en gynécologie, à savoir, on demande que ce dernier fasse à cette victime une échographie afin de voir s'il y a présence ou absence de grossesse. Voilà les différents aspects de l'hymen. Ça, c'est un hymen annulaire, falciforme, cribriforme et labié. Là, ça, c'est un hymen l'hymen imperforé. Donc, ce genre d'hymen doit être incisé pour permettre à la femme d'avoir ses règles. Là, c'est un hymen bridé et l'autre, c'est un hymen festonné. Il ne faut pas confondre ces différents aspects d'hymen avec ces encoches qui sont naturelles, avec les déchirures. Là, c'est l'examen de la marge anale. Là, on voit un aspect en entonnoir de la partie de la région anale avec une ecchymose périanale et voire une béance anale. Ça témoigne d'une pratique presque chronique de l'acte pédérastique. En conclusion, dans le cadre de l'exercice médical des professionnels de santé, tout acte médical à visée diagnostique, thérapeutique, rédaction de documents médicaux, certificats médicaux, rapports médicaux, ordonnances, a des conséquences médico-judiciaires en engageant la responsabilité médicale du praticien sur le plan civil, pénal, disciplinaire et administratif. C'est-à-dire, vous devez être très très attentif lorsque vous effectuez des actes d'ordre médical, à savoir lorsque vous êtes censé traiter une personne ou bien l'examiner, et également à la fin de votre tâche, vous allez automatiquement rédiger plutôt des certificats médicaux. Il faut le faire avec prudence pour éviter toute erreur qui engagera par la suite votre responsabilité, parce que ça engendre par la suite des conséquences énormes sur le plan pénal, disciplinaire, administratif et civil. Là, on va traiter quelques cas cliniques de responsabilité médicale pour avoir une idée sur les différentes situations qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans l'erreur et surtout pour ne pas engager votre responsabilité. Le premier cas clinique, un chirurgien a commis une faute en oubliant une compresse dans l'abdomen d'un malade. Donc, la question, quel est le type de responsabilité médicale qui est engagé? Donc, là, le chirurgien, il a commis un acte chirurgical, mais en opérant sa patiente, ou bien son malade, il a oublié les compresses. En oubliant les compresses à l'intérieur de l'abdomen, on risque de créer une péritonite. Donc, c'est en quelque sorte une atteinte à l'intégrité corporelle. Maintenant, ça, c'est un élément, donc l'atteinte à l'intégrité corporelle, elle est prévue, elle est interdite par le code pénal algérien. Donc, c'est une infraction. Là, c'est un élément matériel qui existe, qui est interdit par la loi. C'est l'élément légal. Et bien sûr, l'intention, on ne peut pas l'apprécier. Sûrement, ce chirurgien, par imprudence, inattention, maladresse, n'était pas dans son assiette. Donc, il a dû oublier cette compresse à l'intérieur de l'abdomen. Et ça c'est une faute mais concernant l'acte médical. Donc, là, c'est la responsabilité médicale d'ordre pénal qui est engagée dans ce cas-là. Maintenant, si elle résulte d'autres préjudices, donc automatiquement cette personne, bien sûr malade, va demander un dédommagement. Là également, le médecin il est dans l'obligation d'indemniser la victime, de réparer ce dommage.
Deuxième cas clinique, une femme est admise à la maternité, service public, pour une grossesse arrêtée à 12 semaines d'aménorrhée. Le déclenchement du travail n'ayant pas abouti à l'expulsion du fœtus. Un curetage fut entrepris et l'œuf mort a été extrait. Aussitôt mise sortante, elle ressent des douleurs abdominopelviennes très vives pour lesquelles elle fut admise aux urgences et opérée pour une péritonite avec perforation de l'utérus et du rectum imputable au curetage. Le gynécologue a été poursuivi pour une faute médicale. Quel type de responsabilité médicale engagée? Là aussi, il s'agit d'un geste médical effectué par un gynécologue, donc donc là on essaye de décortiquer la question. Là, il s'agit d'une femme qui a présenté une grossesse arrêtée à 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire on est dans le premier, en quelque sorte, dans le premier trimestre. Là, si on provoque l'expulsion, on parle d'avortement précoce. Maintenant, ce gynécologue a déclenché le travail, sans résultat. Donc, il a procédé au curetage. En procédant au curetage, il a causé la perforation de l'utérus et du rectum, qui s'est compliquée vers une péritonite. Là, également, on a une atteinte à l'intégrité corporelle. Il a causé, il a causé des violences à sa patiente. À sa patiente. Là, c'est un élément matériel qui est interdit par la loi. Bien sûr, l'atteinte à l'intégrité physique, elle est prévue par le code pénal algérien. Maintenant, l'intention, chose qu'on ne peut pas évaluer ou bien estimer. Est-ce que c'était intentionnel ou non intentionnel? Là, on ne peut pas le déterminer. Mais en causant des blessures, en quelque sorte, en touchant l'intégrité corporelle de la victime, là, elle a causé des blessures. Elle a causé des blessures qui ont compliqué vers une péritonite. Là, cette gynécologue a engagé sa responsabilité sur le plan pénal. Elle a causé également un préjudice qui est la péritonite. Et par la suite, sûrement, cette personne elle a compliqué son utérus. Possible, elle a perdu son utérus ou autre. Donc, et cette victime, automatiquement, elle va demander une indemnisation. Et par conséquence, le médecin risque d'engager, plutôt, il a également engagé sa responsabilité sur le plan civil, car il a causé un dommage qui doit être à sa patiente, qui doit être réparé. Elle peut également elle peut également être poursuivie sur le plan administratif ou disciplinaire. Elle pourra également faire l'objet d'une poursuite disciplinaire ou administrative, car elle a sur le plan administratif, parce que c'est une faute personnelle. C'est elle qui a commis. Elle est détachable du service. C'est pas un matériel qui c'est-à-dire par manque de moyens ou autre, qu'elle n'a pas pu accomplir son geste. C'est pas une faute qui est qu'on rattache au service. Non, c'est une faute personnelle. Il y a par maladresse, par connaissance, par méconnaissance ou par inattention plutôt, elle n'a pas su, ou là elle était trop brusque en faisant son curetage. Le troisième cas clinique, un malade diabétique, âgé de 40 ans, possédant toutes ses facultés mentales, a été admis au service de traumatologie orthopédique pour un pied diabétique avec des signes de nécrose. Le médecin, après l'avoir informé de l'utilité de procéder à une nécrectomie, l'admet au bloc opératoire et au lieu de réaliser le geste indiqué, a trouvé plus approprié de faire une amputation du pied. Maintenant, au réveil, le malade s'aperçoit du geste et dépose plainte contre le médecin. Le médecin est-il responsable? Si oui, pour quel type de responsabilité? Est-il poursuivi et quel type de faute le médecin a commis? Revenons à notre cas clinique. Là, il s'agit d'une personne. C'est un malade diabétique qui est quand même jeune, âgé de 40 ans, qui a présenté une nécrectomie, qui a présenté plutôt une nécrose au niveau du pied, de son pied. En l'examinant, le médecin traitant, ou bien l'orthopédiste, ou bien le médecin, le traumatologue, en l'examinant, il a déduit que ce malade, son cas nécessite uniquement une nécrectomie. Donc il a informé son malade et ils se sont mis d'accord sur la nécrectomie. Mais après l'intervention, le malade a vu que ce médecin
a procédé à une amputation du pied sans l'informer. Donc là, il y a un défaut d'information. Il n'a pas informé. Donc il n'a pas obtenu, il n'a pas informé. Et par conséquence, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de procéder à l'amputation. Donc il y a un défaut d'information et défaut de consentement. Donc une des conditions du contrat médical qui n'est pas respectée. Et de ce fait, il engage le médecin dans ce cas, le traumatologue, engage sa responsabilité médicale contractuelle. Il n'a pas respecté l'un des contrats du contrat médical. Deuxièmement, en provoquant une amputation du pied, il a touché à l'intégrité physique ou corporelle, il a causé des blessures aux malades. Qui sont prévus, qui sont interdits par le code pénal algérien. Donc il a commis une infraction, que ce soit volontaire, mais maintenant toujours, l'intention elle est difficile. Sûrement il n'y a pas un médecin, je trouve, qui cause ça intentionnellement. Mais l'intention, c'est difficile à prouver. Donc il a engagé sa responsabilité sur le plan pénal. Et de ce fait, il risque des sanctions sur le plan pénal. Donc il sera sanctionné sur le plan civil contractuel, pénal, et également il a causé un dommage au malade. Le malade, il a 40 ans, il est privé de son pied, et il ne peut pas donc exercer d'autres tâches d'agrément, il ne peut pas exercer d'autres activités physiques, il sera privé de plusieurs choses, et surtout de son travail et tout, et donc il y aura plusieurs conséquences. Et de ce fait, il va demander un dédommagement, voire une indemnisation de ce médecin. Et, et par conséquent, le médecin il sera dans l'obligation d'indemniser ou bien plutôt de dédommager ce malade. Voilà, normalement, c'était un peu long, mais j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.